Hello, c'est Thibaut, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Réussir ses projets. Dans ce podcast, je partage avec vous donc des retours d'expérience, des conseils, des astuces, des tips applicables et concrets dans votre quotidien de chef de projet. Vous aurez également des interviews et des réflexions sur le métier du chef de projet et ce que ça implique. Trop de projets échouent à cause de l'improvisation ou de l'excès de précipitation. Alors aujourd'hui, on va remettre un petit peu de bon sens dans la gestion de projet avec une approche qui est aussi simple qu'efficace, c'est la règle des 10 P. Je vais vous montrer comment appliquer les 10 P dans vos projets et pourquoi cette règle va faire toute la différence. Alors cette règle, vous ne la trouverez pas dans le PMBOK, vous ne la trouverez pas sur le net. Je vous le dis tout de suite, c'est une approche qui est 100% empirique, c'est-à-dire que j'ai identifié ces 10 P et je les ai affinés au fur et à mesure de mes expériences. Et on va décrypter ensemble tout de suite cette règle des 10 P. Alors numéro 1, c'est P comme préparation. Donc la préparation, c'est la clé d'un projet réussi, on ne le répétera jamais assez. Avant de se lancer tête baissée dans l'exécution, il y a un temps de préparation. Et ce temps de préparation, il n'est pas anodin. Donc avant de démarrer en tronc, avant de partir tête baissée pour réaliser et livrer le plus vite possible, il faut déjà se demander quelle est la destination. Il faut se demander aussi quel est notre budget. Est-ce qu'on est prêt par exemple à prendre l'autoroute pour aller plus vite, quitte à payer plus cher ? Ou au contraire, non, on n'est pas prêt à le faire. Auquel cas, ou pas. On recommence. Est-ce qu'on est prêt à prendre l'autoroute pour aller plus vite, quitte à payer plus cher ? Ou pas. Donc si on est prêt à le faire, ça veut dire qu'on a une route express, donc top. On sait ce qu'on va faire, on a le plan d'action, par contre, ça, en termes de budget, va falloir aligner. Donc on aura potentiellement plus de personnes dans l'équipe projet, etc. A l'inverse, si on n'est pas prêt à payer plus cher, ça veut dire que on va mettre un petit peu plus de temps à livrer, on ne prendra pas forcément le même chemin, mais on pourra arriver au même résultat au final. Et en fait, ce moment où vous vous posez cette question, c'est le moment où on cadre le projet, où on cadre les objectifs, le périmètre, les contraintes à respecter éventuellement, comme le budget par exemple, les différents risques aussi qui pourraient exister sur le projet, donc on va essayer de les identifier là maintenant sur cette phase de préparation pour éviter que ça se produise par la suite. Et on va également identifier les limites du projet. Donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est intégré dans le cadre du projet, donc qu'est-ce qu'on doit réaliser, et qu'est-ce qui est hors projet. On va aussi réfléchir à la stratégie envisageable. Donc on va développer des hypothèses, on va creuser ces hypothèses, on va discuter avec les différentes parties prenantes, les différents acteurs, pour arriver à une ébauche de plan qui tient la route. C'est aussi le bon moment pour choisir son équipe projet, selon les compétences nécessaires au bon déroulement du projet, et aussi selon leur dispo, on va pas se mentir. C'est le bon moment pour anticiper les ressources et les moyens à notre disposition. L'objectif, c'est de mettre en fait les moyens en face qui correspondent aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc si on a des objectifs ambitieux mais qu'on n'a quasi pas de moyens, je vous le dis tout de suite, ça va coincer à un moment donné, donc il va falloir en fait soit augmenter les moyens, soit baisser un peu l'ambition, parce que les deux n'iront pas ensemble. Donc tout ça pour dire quoi en fait ? Pour dire que la phase de préparation d'un projet, c'est primordial. C'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, voire bâclé en entreprise. Et cette préparation, c'est vraiment ce qui permet en fait que tout le reste après, donc que ce soit la planification, la réalisation du projet, et ainsi de suite, se passe bien. Sans préparation, on ne peut pas avoir un projet qui se passe sans heurts. Sans préparation dans un projet, on ne peut pas en fait avoir un projet qui va réussir et qui va obtenir les meilleurs résultats qu'on pouvait attendre. Par exemple, la réunion de lancement, vous savez tous ce que c'est ce qui permet de lancer un projet, c'est en fait le premier rendez-vous, on va dire, officiel avec le client. Donc si vous arrivez en réunion de lancement en tant que chef de projet sans livrable préparé, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de PowerPoint, vous n'avez rien à présenter, vous êtes juste là pour parler, vous n'avez pas forcément de chiffres à disposition, d'éléments concrets à donner aux différentes parties prenantes et aux clients, si vous êtes arrivé sans anticiper les objections ou les questions qu'on pourrait avoir en face de vous, tout ce que ça va créer, en fait, c'est de la confusion. Lors de la réunion, vous allez être mal, vous allez être frustré, vous allez être mis dans vos retranchements par les autres, vous allez bugger, faire des et ainsi de suite. Et en face, en fait, côté partie prenante, côté client, ça va générer de la confusion, et surtout, ça va générer une perte de crédibilité pour vous. Et ça, c'est extrêmement dommage, parce que c'est la première image que l'on donne. Alors le second P, c'est le P comme planification. Donc sans surprise, vous le savez, comme moi, un projet réussi, c'est un projet qui est planifié, donc avant de faire des choses à l'arrache, et d'être en mode advienne que pourra et de voir ce qui va se passer par la suite. Et parmi toutes les activités qui sont liées à la gestion de projet, la planification, c'est rigolo, mais ça met tout le monde d'accord. Donc là, j'ai envie de dire oui, mais c'est souvent mal compris.
Et planifier, c'est pas juste mettre des couleurs dans des cases Excel pour que ça colle miraculeusement à l'échéance qui est souhaitée par la direction. C'est sur le papier, ça peut marcher, c'est bien, c'est beau. Mais sur le terrain, dans le concret, ça ne tient pas. Pour planifier, en fait, il faut tenir compte des contraintes, il faut prendre en considération les disponibilités des différentes personnes qui vont intervenir sur le projet. Il faut aussi garder de la marge de manœuvre, parce que oui, les imprévus, ça arrive, et oui, un imprévu, c'est pas prévisible, c'est dans le nom, donc c'est forcément inévitable, ça arrivera tôt ou tard sur le projet. Même si on a passé 3 semaines à faire une gestion de risque, même si on a passé 3 mois à faire le meilleur planning du monde, ça arrivera. Et il faut aussi tenir compte des différentes dépendances qui peuvent exister entre les tâches et les projets. Mais planifier, c'est aussi découper le projet en étapes ou en phases qui sont claires, en différents jalons, avec idéalement des objectifs intermédiaires, c'est choisir un scénario, donc un plan d'action qui est parfaitement adapté à la situation, à la tolérance au risque de votre organisation, de votre client, au budget qu'on vous a donné, aux différentes disponibilités des uns et des autres. Et il y a un point aussi qui est sous-estimé en planification, c'est de connaître les dates de début et de fin au plus tôt et au plus tard pour les différentes tâches. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous commencez une tâche, c'est pas ça commence le mercredi, ça finit le vendredi. Ça, c'est ce que vous avez choisi, c'est votre créneau, c'est ce qui apparaît sur votre diagramme de Gantt. Mais dans la réalité, en fait, cette tâche, il faut se demander si vous ne pouvez pas la commencer potentiellement plus tôt que mercredi, et si vous ne pouvez pas la commencer potentiellement plus tard que mercredi. Et pareil, est-ce que ça doit forcément se terminer vendredi, ou est-ce que ça peut se terminer avant ou après ? En fonction de votre planning, en fonction des contraintes, des dépendances, forcément les réponses vont changer, mais c'est vraiment pertinent de connaître ces différentes dates, parce que ça vous donne en fait pour chaque tâche une marge de manœuvre potentielle, sans parler en fait du temps supplémentaire que vous allez rajouter en fin de projet pour gérer les imprévus et compagnie. Troisième P de la règle, P comme priorité. Donc le monde il est de plus en plus complexe, les besoins ils sont évolutifs, de plus en plus, on le voit sur tous les projets, on le voit sur quasi tous les projets, on nous demande d'être de plus en plus flexible, de plus en plus agile, de toujours pouvoir être en mesure de changer notre fusil d'épaule et de changer au dernier moment de priorité. Donc il faut savoir en tant que chef de projet adapter le planning en conséquence et adapter le plan d'action en conséquence. Le problème, c'est que bien souvent, quand on nous demande de changer de priorité, en fait, ça peut se faire d'heure en heure. Moi, je l'ai vécu sur un projet qui était très conflictuel, où toutes les heures, en fait, les priorités évoluaient, où on devait passer, du coup, la moitié de notre temps, en fait, à jongler entre différentes urgences. Et donc, on avait les urgences de niveau 1, les urgences de niveau 2, et ainsi de suite. Ça devenait juste hallucinant, en fait, c'était totalement débile, avec le recul. Et si vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci, clairement, ça peut pas le faire. Ce n'est pas viable, ni pour vous, ni pour l'équipe, ni pour le projet. Et donc, c'est les meilleures options à choisir pour aller droit dans le mur. Maintenant qu'on s'est dit ça, il faut avoir conscience que sur un projet, il y a des priorités. Ces priorités, il va falloir les positionner, et surtout, il va falloir, en fait, en fonction des priorités et de la situation actuelle et du jour, choisir quelles sont vos priorités du moment. Donc là, j'ai envie de vous poser la question suivante. C'est quoi vos priorités du moment sur votre projet ? Et si vous ne deviez garder que l'essentiel sur ce projet, vous garderiez quoi ? Donc, pas évident, mais prenez 5 minutes, répondez-y, et ça devrait vous donner vraiment la priorité du moment. Donc c'est-à-dire que si vous deviez faire un choix, c'est ce choix que vous feriez, c'est sur cet élément que vous continueriez à travailler, et le reste, ce serait décalé dans le temps. Et au quotidien, en tant que chef de projet, on peut très vite se faire avoir, se faire prendre dans des réunions qu'on n'avait pas planifiées à la base, les enchaîner et se retrouver à la fin de la journée en se disant « Ah ouais, super, mais au final, j'ai rien fait de ce que je souhaitais aujourd'hui. » Et donc ça, c'est générateur de charge mentale, c'est générateur d'heures supplémentaires, et on se retrouve rapidement, en fait, le soir, en rentrant chez soi, à vouloir essayer de rattraper le retard de la journée. Le problème, c'est que c'est un engrenage, et quand on commence à mettre le doigt dedans, en fait, c'est compliqué d'en sortir. Donc, c'est une boucle sans fin, très très pernicieuse, qui va nous emmener là où on ne veut pas aller. Donc, j'ai envie de vous poser cette question, en tant que chef de projet, est-ce que c'est vraiment votre priorité d'enchaîner ces réunions auxquelles vous n'étiez pas convié à la base ? Personnellement, je ne pense pas. Peut-être que ces réunions sont utiles, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure option en fait pour dépenser votre temps ? Ou est-ce que vous n'auriez pas mieux à faire par rapport à vos projets ? Qu'il s'agisse de suivre un petit peu le projet, qu'il s'agisse de faire du pilotage projet, etc. C'est pas évident, j'ai pas la réponse pour vous, ça c'est vraiment une question à vous poser à chaque fois. Et c'est ok de dire non pour participer à une réunion à laquelle, je le répète, vous n'étiez pas convié à la base.
Si derrière ça vous laisse en fait un peu plus de marge de manœuvre pour aller discuter avec l'équipe, pour regarder comment avance le projet, pour discuter avec le client et ainsi de suite. Parce que in fine, c'est ça votre priorité, c'est vraiment de faire avancer le projet, de le piloter et de faire en sorte que ce qui a été prévu, ce qui a été promis, se soit livré en temps et en heure, au niveau de qualité souhaité, et que le client au final soit satisfait. Quatrième P, donc P comme pragmatisme. Je le répète souvent, mais la théorie c'est bien, et une fois sur le terrain, ça se passe jamais exactement comme prévu, parce que un projet, ça se pilote dans le réel, pas dans les slides, ça se pilote pas derrière son bureau, ça se pilote pas le nez dans ses indicateurs Excel, ça se pilote sur le terrain, aux côtés de l'équipe projet. Et un projet, comme je vous l'ai dit, ça a toujours son lot d'imprévus, ça c'est le concret, c'est le réel, et face à ces obstacles qui vont popper au quotidien, il va falloir trouver des solutions de contournement pour continuer à avancer sur le projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir adapter le plan d'action en conséquence et potentiellement adapter le planning en conséquence. Et face du coup à ce type d'obstacle, ou même face à une grosse problématique, ou partons même plus loin face à une situation de crise ou à une urgence, on veut mettre en place une solution de contournement. Pourquoi ? L'objectif c'est de débloquer la situation, c'est de revenir le plus rapidement possible à une situation nominale, et on aura tout le temps ensuite d'analyser le problème, de comprendre quelle est la cause racine pour ensuite la corriger et éviter que ça se reproduise. Mais l'objectif, quand on est face à un imprévu, un obstacle, une grosse problématique, une situation de crise, c'est de trouver une solution de contournement. C'est ça, en fait, qui va nous faire sortir de la crise et qui va nous permettre de continuer à avancer. Et ça, c'est vraiment du pragmatisme à l'état pur, et c'est ce que je vous recommande de faire en tant que chef de projet. C'est ce qui doit vous guider, en fait, au quotidien. Donc on met en place une solution de contournement, elle n'est pas parfaite, à vaut ce qu'elle vaut, c'est une rustine collée sur un pneu crevé, mais si ça vous permet de faire 50 km, ce qui vous laissera ensuite le temps de changer la roue correctement, c'est très bien, c'est ce qu'il faut en fait. Donc le pragmatisme, retenez ça, c'est ce qui vous permet d'éviter d'avoir le nez dans le guidon, c'est ce qui vous permet de vous guider dans la prise de décision, d'éviter de prendre des décisions émotionnelles, et surtout c'est ce qui va vous permettre de rester efficient et efficace au quotidien. 5ème P, donc P comme patience. Alors cette fois on va faire comme Marty, on va remonter un petit peu dans le temps, donc on va se retrouver dans les années 60 aux USA, et plus particulièrement à la NASA. Et la NASA, à cette époque, elle s'était fixée comme objectif, au début des années 60, de poser un pied sur la Lune avant les années 70. Donc ça a été un projet de plusieurs années, il y a eu une montagne de tâches à faire, il y avait de la pression dans tous les sens, un tas d'imprévus, un tas d'urgences à traiter, des fusées qui ont explosé sur le pas de tir ou en vol, il y a eu des morts aussi, malheureusement. Mais tout ça, en fait, on aurait tous pu jeter l'éponge. Eux, ça les a pas empêchés de continuer. Ils ont continué, et ils y sont arrivés, et en 1969, on a posé le pied pour la première fois sur la Lune. Donc avant les années 70, l'objectif de la NASA était respecté. Alors bien sûr, il a fallu aligner niveau budget, il y a eu des milliards et des milliards sur la table. Tout ça pour dire quoi en fait ? Pour dire que la patience c'est une vertu en gestion de projet. Rome ne s'est pas fait en un jour. Et oui, certains événements parfois sont hors de notre contrôle, donc il faut savoir relativiser. Comme je vous l'ai dit, quand on a des obstacles, on trouve des solutions de contournement, et surtout on relativise. Parce que ce qui peut être une problématique aujourd'hui, en fait, peut se transformer demain en opportunité. Il ne faut pas l'oublier. Et plutôt que de voir la montagne qui n'en finit jamais de gravir parce qu'on continue à rajouter des choses encore et encore sur cette montagne et qu'elle continue de grandir, en fait, il faut juste se retourner, s'arrêter, se retourner, regarder en bas et voir tout le chemin qu'on a déjà accompli. Parce que c'est ça la gestion de projet, c'est ça aussi qui nous motive au quotidien. Peu importe tout ce qui reste pour atteindre le sommet, si on est déjà à 2 tiers de la montagne, c'est énorme. Et c'est ça qu'il faut voir, et qu'on oublie souvent en tant que chef de projet. Et la patience, ça sert aussi pour la conduite du changement. Donc un changement, c'est jamais aisé, ça prend du temps, on le sait tous. Il faut accompagner, comme jamais, les différentes personnes dans ce changement. Et ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de persévérance, de pédagogie aussi parfois. Et c'est pas forcément évident, parce qu'on a des personnes qui ont du mal à comprendre pourquoi il faut changer, qui ont l'impression en fait de perdre quelque chose, certaines qui vont être rentrées en conflit, en résistance face à ce changement, et face à ce type de réaction, vraiment, la meilleure chose qu'on puisse faire en tant que chef de projet, c'est d'être patient. Petite interruption de quelques secondes pour vous dire que j'ai sorti une formation de plus de 2 heures qui est totalement gratuite et qui est accessible à tous. Si vous voulez découvrir et comprendre les concepts fondamentaux de la gestion de projet, si vous voulez adopter la bonne posture pour l'idée, pour motiver votre équipe projet au quotidien,
Et si vous voulez structurer, cadrer et planifier efficacement vos projets, alors je vous donne rendez-vous sur www.reussircesprojets.com/formation au singulier et vous aurez directement accès à cette formation de plus de 2 heures qui est accessible à tous et qui est totalement gratuite. Et j'espère que vous serez nombreux de l'autre côté. 6e P, le P comme persévérance. Je vous le cache pas, je vous le dis à chaque fois, à chaque podcast, gérer un projet, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a forcément des imprévus, il y a des obstacles qui arrivent tôt ou tard sur le projet, et on n'est pas au pays des bisounours où ça se passe dans le meilleur des mondes possible. C'est plutôt la gestion de projet un lot de problèmes à traiter au quotidien, et c'est ça aussi qui fait que c'est un métier qui est intéressant. Mais c'est vrai que parfois on va se réveiller le matin en se disant « Ah, ça y est, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus aujourd'hui ?» Et oui, je vais pas vous mentir, la gestion de projet, ça génère du stress, ça génère de la pression, de l'angoisse parfois pour certains, notamment quand ça se passe mal, notamment quand on enchaîne les urgences, quand on a situation de crise sur situation de crise, et dans ce cas-là, bah oui, on peut se sentir seul face à l'adversité, on peut avoir envie de baisser les bras, on peut se demander pourquoi on a choisi ce métier ingrat, et on peut se dire aussi que, bah tiens, si demain j'irais bosser chez McDo, en fait, je serais moins emmerdé au quotidien, et ce serait bien plus simple. Alors tout ça c'est vrai, et je suis passé par ce chemin-là, hein, cette réflexion sur McDo, je l'ai eue plus d'une fois, et je suis toujours là. Et je suis toujours là, pourquoi ? Parce qu'en fait, la vérité vraie, c'est que ça se finit toujours par s'améliorer. Et je vous dis ça, hein, pas juste pour vous rassurer, je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai vécu. Je me suis retrouvé en fait sur un projet simple, qui était similaire à des dizaines d'autres qu'on m'avait confié, d'une durée initiale de 3 mois, qui est partie en vrille et qui a duré un peu plus d'1 an et demi. Et imaginez, je vous en parle à chaque fois aussi, mais imaginez un projet où tous les jours, à 8h du mat', vous avez le client en train de vous hurler dessus, de vous invectiver, de vous dire que vous êtes nul, de changer les priorités toutes les heures, la direction de votre organisation, de votre société qui vous court après pour savoir pourquoi ça avance pas, l'équipe projet qui vous dit « Bon, bah, vous êtes bien mignon en tant que chef de projet, mais moi j'ai plus de planning, enfin le client, il fait n'importe quoi, je sais pas quoi faire, bah je vais faire autre chose, je suis plus dispo. » Et vous êtes seul. Et c'est exactement ce que j'ai vécu, et je suis passé par beaucoup de périodes de remise en question, de doutes. J'ai eu envie, comme je vous l'ai dit, de baisser les bras bien plus d'une fois. J'ai envisagé de tout plaquer, d'aller bosser chez McDo. Mais je me suis accroché. Et je me suis pas accroché pour le projet. Parce que, honnêtement, à ce stade, j'y croyais plus du tout. Je me suis accroché parce que je refusais de perdre, en fait, comme ça. Ça, c'est purement l'ego qui parlait. Mais je le remercie aujourd'hui. Et j'étais parti, en fait, du principe que, peu importe combien ça va être dur, je peux perdre des batailles, mais je refuse de perdre la guerre. Et là, c'est un petit peu en fait mon côté joueur qui a pris le dessus. Donc je fais partie de ceux qui, dans les jeux de société, en fait, n'abandonnent jamais. Donc même quand toutes les chances sont contre moi, tant que je suis debout, je ne capitule pas. Parce qu'on sait jamais de quel côté le vent peut tourner, et il suffit de tirer une carte sur ce jeu pour tout chambouler et reprendre l'avantage. Et vous savez quoi ? Ça a fini par payer cette persévérance. La situation sur ce projet, ça a fini par s'améliorer. Alors oui, c'était pas idéal. Oui, bien sûr que en fait, le projet n'avait plus rien à voir avec ce qu'on devait faire au final. Bien sûr que ça a été tendu jusqu'au bout. Mais on a pu avancer, on a pu délivrer quelque chose qui convenait à toutes les parties, suite à cette situation complexe d'1 an et demi. Et au final, ma plus belle victoire, moi, c'est d'avoir le DSI de ce client, après 1 an et demi de combat et de tension quotidienne, qui m'a remercié pour ma persévérance et ma pugnacité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est sous-coté en gestion de projet, et je vous recommande vraiment, même quand tout va mal, de rester persévérant, de rester là au quotidien. Vous faites du mieux que vous pouvez avec ce qu'on vous donne. Et ça, on ne pourra jamais vous l'enlever, on ne pourra jamais vous le reprocher. 7e P, le P comme partage. Donc le partage, c'est au sens de faire transiter l'information, de communiquer aussi bien avec l'équipe projet qu'avec les parties prenantes. Donc pour moi, le partage, c'est vraiment cette idée de favoriser la communication, de favoriser la circulation de l'information au sein de l'équipe projet, au sein, on va dire, du groupe projet, donc avec les différentes parties prenantes, et de favoriser la collaboration. Et je le répète aussi souvent, la communication, c'est le point qui peut faire basculer un projet. Et si on doit retenir un seul élément en gestion de projet, c'est ça, c'est la communication. Parce qu'un projet, c'est avant tout en fait de l'humain. Avant la planification, avant les outils, avant la méthodologie, les processus, s'il y a un truc à retenir en gestion de projet, c'est que c'est avant tout des êtres humains qui travaillent ensemble, et donc collaboration, communication, c'est le nerf de la guerre. Moi aujourd'hui, j'ai 3 conseils pour vous, et on explorera tout ça bien plus en détail dans des podcasts qui seront dédiés. Le premier conseil, c'est que il faut toujours partir du principe que tout le monde fait de son mieux. Faites aussi confiance par défaut, ça c'est le 2e conseil. Et le 3e, dans le cas d'une incompréhension, ce n'est pas l'autre qui a mal compris, c'est vous qui l'avez mal expliqué.
Partez toujours de ce principe, ça va vous éviter beaucoup de tensions en termes de relation avec la personne que vous avez en face. 8e P, le P comme pédagogie. Donc la pédagogie, c'est super utile pour embarquer et fédérer l'équipe autour des objectifs du projet, pour clarifier les enjeux. Et c'est aussi super utile pour expliquer le pourquoi il est nécessaire de changer, parce qu'un projet, ça apporte nécessairement du changement. Et ça permet d'accompagner les parties prenantes, d'accompagner les utilisateurs, de les accompagner vraiment pas à pas vers ce changement, donc de manière douce. Et la pédagogie, c'est aussi utile pour expliquer avec des mots simples le plan d'action technique qu'on a choisi en comité de pilotage. Donc bien sûr, pas besoin de rentrer dans les détails techniques. Par contre, expliquer quelles sont les grandes étapes de votre plan d'action, ça c'est pertinent. Donc pourquoi on a choisi ce scénario? Qu'est-ce qui se passe? Donc là on a ce scénario, qu'est-ce qui se passe si, ce qu'on a prévu ici, ça marche pas? On a un scénario de retour arrière, on a un scénario B, etc. Tout ça, en fait, vous pouvez rentrer dans moult détails techniques, vous allez tous les perdre, tout le monde s'en fout royalement en comité de pilotage, mais sinon, en 1 minute chrono, avec un petit peu de pédagogie, avec des termes vraiment simples à comprendre, vous pouvez expliquer des choses parfois très complexes. 9e P, on arrive au bout, c'est le P comme performance. Donc toujours se rappeler qu'un projet, ça doit être mesuré en efficacité. Donc quelques questions pour mesurer cette performance, c'est est-ce qu'on est, nous, en tant qu'équipe projet, performants? Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut l'être encore plus? Quel est l'élément qui grève le plus la performance de l'équipe actuellement? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès demain pour être encore plus performant qu'aujourd'hui? Et est-ce que cette performance, elle se traduit en qualité et en valeur perçue par le client? Je vous laisse y répondre à ces questions, et je pense que ça va être intéressant, les réponses que vous allez avoir. Vous allez sûrement vous rendre compte qu'effectivement, vous êtes peut-être efficace, vous êtes peut-être performant, mais qu'il y a moyen de faire mieux. Et s'il y a moyen de faire mieux, et normalement c'est toujours le cas, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès demain? Et je dis bien dès demain, pas dans une semaine, dès demain, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ne serait-ce que de 1% cette performance? Donc ça peut être quelque chose de très très simple. Et l'idée, c'est que tous les jours, en fait, il faut qu'on puisse arriver à faire mieux que la veille. Et si vous êtes en mesure de faire ça, en fait, vous avez compris comment être de plus en plus performant, comment être de plus en plus efficace en gestion de projet. C'est de l'amélioration continue, et c'est exactement ça qu'on veut voir dans une équipe projet. Et enfin, le 10e P, donc le P comme plaisir. Et oui, parce que peu importe comment se passe le projet, vous devez kiffer le process. Je vois trop de chefs de projet qui sont des nœuds au cerveau, qui ont une boule au ventre le matin ou qui rentrent chez eux le soir avec une charge mentale énorme, en se disant j'ai pas assez fait, j'ai pas fait ce que je voulais aujourd'hui, j'ai rien fait de ce que j'avais planifié, je dois continuer. Et qu'est-ce qui se passe Je l'ai moi-même vécu, c'est-à-dire qu'on fait du 8h-20h au bureau, on culpabilise de prendre 1h ou 1h30 pour manger le midi, on rentre chez soi, on n'a qu'une idée en tête, c'est de continuer encore et encore, on fait des heures sup, on se lève plus tôt le matin, on enchaîne, et là on se retrouve dans une boucle très pernicieuse, c'est-à-dire qu'on ne fait plus que travailler. Et la vérité, c'est que si on cherche bien, il y a toujours quelque chose à faire sur un projet. Toujours. Et ça, en fait, si vous êtes coincé dans cette boucle, vous allez finir par vous tuer la santé, ou pas partir en burn-out. Moi, ça m'a mené droit au burn-out. Et aujourd'hui, mon discours, c'est de dire que le plaisir, c'est important, et c'est même primordial. Donc maintenant, si je trouve pas un minimum de plaisir dans ce que je fais, je me remets en question directe. Donc oui, même, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que je vais pas faire le travail. Donc oui, bien sûr que je vais traiter des trucs chiants, que je vais faire mes impôts, que je vais faire de l'administratif au niveau personnel, que je vais traiter, par exemple, tous mes mails en retard au niveau pro, mais on peut trouver du plaisir, en fait, même dans ces tâches rébarbatives. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus carré, parce que c'est un peu moins le bordel qu'avant, parce que j'ai rangé mon bureau, parce que j'y vois plus clair, parce que ça me soulage niveau charge mentale. On peut toujours trouver un truc. Et au final, maintenant, l'état d'esprit que j'essaie d'avoir au quotidien, alors je vous dis pas que j'y arrive à 100% du temps, mais j'essaye, c'est vraiment de kiffer en fait le processus de gestion de projet, donc de kiffer ce que je fais au quotidien. Donc de pas me dire, oh là là, trop bien, j'adore faire mes impôts, parce que clairement, je suis comme tout le monde, je déteste ça, mais juste de me dire, le processus, voilà, de prendre un petit peu de temps, de me poser, de voir un peu où j'en suis, d'avancer, de cocher une case en fait sur ma to-do list. Et cette notion de plaisir, en fait, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu perdue, voire qu'elle n'a pas le droit d'exister dans le monde du travail, alors que, clairement, c'est ce qui fait la différence. Parce que, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce qu'on va retenir de notre vie, de notre travail? C'est pas, en fait, qu'on a galéré comme pas possible à sortir ce projet,
C'est juste on a kiffé travailler avec telle personne, on a kiffé faire ceci. C'était, tiens, on a testé une nouvelle méthodologie, ah ouais, c'était top, en fait, on a pu faire des nouvelles choses. C'est ça, en fait, qu'on va retenir dans 5 ans, dans 10 ans, et c'est pour ça que je veux vraiment remettre en avant cette notion de plaisir au travail, qui, à mon sens, est trop sous-cotée, et qui peut réellement faire la différence. Voilà pour la règle des 10 P, donc c'est un pense-bête qui est assez simple, mais redoutable. Alors, vous l'avez compris, c'est pas une méthodologie carrée où je vous dis, on fait A, puis B, puis C. C'est plutôt une règle à garder en tête au quotidien pour vous challenger un petit peu, pour vous aussi prendre du recul et vous assurer que votre façon de piloter le projet, de gérer l'équipe ou de communiquer, ça respecte bien ces 10 P. Donc P comme préparation, hein, P comme planification, priorité, pragmatisme, patience, persévérance, partage, pédagogie, performance et surtout plaisir. Alors je vous encourage à prendre un de vos projets actuels, à le mettre en perspective avec cette règle des 10 P, à prendre un petit peu de hauteur et à voir comment vous vous en sortez vis-à-vis de cette règle. Et surtout, prenez du plaisir à piloter vos projets, faites-vous kiffer. Ce sera le mot de la fin. Si vous avez aimé cet épisode, likez-le, mettez 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, ça fait chaud au cœur et ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. J'espère que vous serez nombreux à le faire. Vous pouvez également télécharger mon guide pour réussir vos projets, donc sur www.reussircesprojets.com/guide. Et également, si vous souhaitez que j'aborde une thématique particulière ou que je réponde à vos questions, vous pouvez m'écrire à podcast@reussircesprojets.com. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir ses projets.